Chers amis, chers camarades, bonjour. Bien, écoutez, nous allons commencer. Je vais vous redire à nouveau bonjour et bonne année. On va essayer de faire en sorte que l'année 2018 soit un peu moins difficile que l'année 2017. Vous voyez l'ampleur de mes ambitions. Donc plus sérieusement, cette journée est une journée de travail. Ce n'est pas une réunion publique. On a souhaité, alors on l'a appelé reconstruire la gauche. Vous voyez, par contre, l'ambition est forte. On était un certain nombre de militants, alors en général issus du réseau de la gauche démocratique et sociale, ce réseau qu'on avait constitué autour de la revue DS, Démocratie Socialisme. On était, il y a quelques mois, dans la phase de préparation d'un congrès, le congrès du Parti Socialiste. On était un certain nombre de militants, membres du Parti Socialiste, qui cherchions à voir comment on allait préparer ce congrès. Bon, on sentait bien que la situation n'était pas facile et on se disait qu'un congrès, il fallait qu'on voit quel est un petit peu l'état d'esprit des militants de la gauche du Parti Socialiste, sachant qu'un certain nombre étaient partis, avaient quitté à la suite de Benoît Hamon le Parti Socialiste, savoir un petit peu quel était le ressenti des uns et des autres. Et donc l'idée de lancer un appel ouvert, pour un congrès ouvert, un congrès qui tire un bilan du quinquennat, parce que ça nous semblait difficile de faire un congrès qui n'essaye pas de venir à la racine de la défaite majeure, cinglante, qu'a pu connaître le Parti Socialiste. Et donc on a lancé cet appel et on a vu assez vite, d'abord qu'il répondait un certain nombre de militants qui n'étaient plus ou qui n'étaient pas au Parti Socialiste, puisque ce qu'on indiquait dans cet appel, ce n'était pas simplement préparer le congrès du Parti Socialiste, c'était comment on peut rassembler et faire un congrès ouvert pour reconstruire une gauche démocratique, sociale, écologiste, etc. Bien. Donc c'est un petit peu ça qui nous a guidés, mais on a vu très vite que les choses allaient peut-être être encore plus difficiles que ce que les uns et les autres on pouvait imaginer. À la fois un congrès qui allait tirer aucun bilan du quinquennat. Je crois que les Hollando-valsistes, quel que soit leur degré, avaient soutenu le quinquennat quasiment jusqu'au bout et ne voulaient surtout pas tirer de bilan. Donc ça posait quand même un réel problème sur le type de débat qui pouvait avoir lieu. Et puis en plus, on voyait que les règles du jeu du Congrès allaient changer puisque il y a une modification des statuts qui a été votée par le Conseil national et qui hier devait être approuvée par les militants. Mais l'hécatombe aussi militante est importante dans ce parti. Et donc tout ça nous a amené à dire il faut qu'on se voit nationalement, pas strictement GDS, c'était pas ça l'objectif. Il y a dans la salle des camarades qui sont encore au Parti Socialiste, des camarades qui n'y sont plus, des camarades qui n'y ont jamais été, qui peuvent être membres d'organisations ou autres. Il y a des camarades de République Socialisme, de Nouvelle Donne, d'Ensemble. Il y en aura d'Europe Écologie. Les uns les autres viennent soit à titre individuel, soit au nom de leurs organisations, ils le diront. L'objectif est d'échanger entre nous sur les perspectives, quelle que soit l'appartenance ou la non-appartenance à un regroupement politique. C'est quelles sont les perspectives aujourd'hui pour tous les gens, toutes les femmes et les hommes de gauche dans une situation qui n'est quand même pas évidemment simple pour la gauche, vu l'explosion de la gauche après la victoire de Macron. Voilà, ça nous souhaitions dire cela aujourd'hui, réunion de travail, donc on va échanger. Il n'y a pas de vérité, personne ne détient la vérité, personne n'est ici pour imposer sa vérité, mais pour échanger et puis essayer de construire. Et il faudra qu'on construise d'autres rendez-vous dans les semaines et les mois qui viennent, sachant que 2018 est une année sans élection. Je sais, il y a des élections déjà en 2019 et tout le monde est en train de penser aux élections européennes. Mais enfin bon, on a peut-être quand même quelques semaines, quelques mois sans être obligé de discuter tactique. Notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de discuter des questions tactiques. Alors les questions tactiques sont éminemment importantes, mais de discuter entre nous de questions de fond, à la fois, je dirais, de type programmatique,
le programme des uns et des autres, les réponses qu'on doit donner pour un socialisme du XXIe siècle, et puis des réponses stratégiques, hein, au sens de qu'est-ce qu'on doit construire comme regroupement politique à gauche aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu donc le cadre de cette journée. Donc je pense qu'il faut qu'on soit les uns et les autres libres dans nos expressions. Et en plus, ce n'est pas une réunion, il n'y a pas de journalistes, je crois que c'est une réunion d'échange et de travail. Voilà. Alors, quelques mots sur, bien sûr, la situation générale. Alors, on peut passer des heures, et puis pourquoi pas, sur essayer de définir ce qu'est le macronisme. Tout le monde, je crois, sera d'accord ici pour dire que son objectif, l'objectif de Macron, est d'imposer les règles libérales à la France, imposer une insertion plus forte, adapter le pays encore de façon plus forte au néolibéralisme européen et international. Bon, on peut en rester à des généralités comme ça, il faut peut-être creuser un peu, d'autant que si on veut être un peu pédagogique, parce que c'est aussi ce qui a déboussolé peut-être un certain nombre de militants de gauche, de gens de gauche, d'électeurs de gauche, c'est qu'entre le discours de Macron et la politique de Macron, il y a évidemment un fossé. Enfin, il y a un fossé. C'est-à-dire qu'il y a le discours qui est souvent rassurant, qui semble souvent de bon sens, et puis les actes qui sont beaucoup plus brutaux. Tout le monde a en tête ce qu'a pu dire Macron lors de sa campagne sur l'accueil des migrants, donc empreint d'humanisme. Et puis on voit la réalité de la politique qui, elle, saute aux yeux, puisque vous avez vu avec la circulaire Collomb, l'ensemble des organisations, je dirais des plus modérées aux plus radicales, ont demandé, y compris Jacques Toubon, défenseur des droits, demande son retrait. C'est-à-dire que jamais un gouvernement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, n'avait voulu aller aussi loin dans le contrôle d'identité de gens dans les centres Emmaüs, centres d'hébergement, etc. Bien. Le discours, alors, qui pour nous, en général, est plus facile à démonter, mais je vais redonner du pouvoir d'achat aux salariés, mais ça se traduit d'ailleurs très peu, et ça se traduit surtout par la baisse des cotisations sociales, ce qui donc met à mal la protection sociale à laquelle on tient, et donc toutes ces choses-là sont à déconstruire, hein, bien voir que le discours de Macron peut dérouter un certain nombre d'électeurs, même si, évidemment, quand on rentre dans le dur de la politique, on voit un peu mieux les choses réellement. Alors, pourquoi cette explosion du champ politique, certainement du fait des échecs successifs des gouvernements de droite et des gouvernements de gauche, qui, du point de vue de la classe dominante, avaient mené des politiques qui n'avaient pas été suffisantes. Sarkozy d'une part ou Hollande d'autre part, n'avaient pas été jusqu'au bout des réformes libérales exigées par le MEDEF, exigées par la classe dominante, exigées par l'Europe libérale, etc. Je crois que c'est notre camarade qui est là, Christakis Georgiou, qui dans un article avait bien expliqué, en reprenant les citations de Jean-Louis Beffa, un dirigeant patronal, qui avait dit « Pour aller maintenant plus loin, il faut qu'il y ait une politique, un gouvernement de centre-droit, centre-gauche, voilà, qui efface certains clivages obsolètes et qui pourrait mettre en œuvre les réformes, contre-réformes pour nous, bien évidemment. » C'est le sociologue, le politologue Jérôme Sainte-Marie qui, lui, a analysé aussi ce qui se passe autour de Macron, parce qu'on peut dire Macron était un homme des cabinets ministériels, il a fait un putsch, oui, il est quand même lié au milieu d'affaires, ancien banquier d'affaires. S'il a réussi, c'est qu'il incarne à un moment donné aussi ce qu'une partie, ou la classe dominante de façon plus globale, avait, ce dont elle avait envie. Et c'est Jérôme Sainte-Marie qui dit « Emmanuel Macron incarne la réunification de la bourgeoisie ». Je crois qu'il faut bien avoir ça en tête. Il y a un bloc bourgeois, donc la droite, qui est en train de se recomposer de fait autour d'Emmanuel Macron. Alors bien sûr, il y a encore des courants de la droite autour de LR, autour de Wauquiez, qui sont à l'extérieur de ce bloc, mais on voit Juppé qui petit à petit va rejoindre Emmanuel Macron, et on voit du point de vue de sensibilité issue de la gauche, qui rompent les amarres avec la gauche,
et qui, alors pour certains, ce n'était pas très difficile vu ce qu'ils développaient depuis un certain nombre d'années, mais qui, de fait, sont passés dans le macronisme, en soutien à Macron, ou qui, de l'extérieur, ont bien envie que, par exemple, le Parti socialiste ait un peu le rôle qu'a eu le PRG vis-à-vis du PS, et qu'aujourd'hui, le PS ait ce rôle-là vis-à-vis de Macron. Voilà. Alors, après, pour nous, le macronisme, on le voit bien, c'est l'enquête de l'OFCE là, qui l'a bien montré, que les mesures budgétaires prises, les mesures budgétaires fiscales prises par Macron, de fait, entraînent un transfert de richesse. Hein. Les 5% des ménages les plus aisés capteraient 42% des gains liés aux contre-réformes mises en œuvre par Macron. Et je suis certain que si on prenait les 1% les plus riches, les choses seraient certainement encore plus explicites. Donc, il y a une politique au service des plus riches qui se met en œuvre, avec une casse des droits sociaux, et on l'a vu notamment autour de la question de la facilitation des licenciements. Et aujourd'hui, un employeur, un patron, peut licencier sans motif. Bon, c'est des reculs qu'on avait réussi à empêcher jusqu'à présent. Mais il faudra regarder les prochaines attaques, la refonte de l'assurance maladie et la remise en cause de la retraite par répartition qui viennent et qui sont devant nous et qui vont nécessiter certainement d'organiser des ripostes. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous de travailler à une reconstruction de la gauche, je dirais en salle, au chaud, mais bien évidemment de lier cette reconstruction de la gauche au développement d'un mouvement social. Il y a aussi, malgré les grands sourires de Macron, sa jeunesse, son dynamisme, etc., une dérive autoritaire qui est en cours. On l'a vu avec la loi antiterroriste, c'est-à-dire que des dispositions qui devaient être provisoires sont rentrées finalement dans la loi. On a eu, j'en ai déjà parlé, la circulaire anti-migrants. C'est la chasse aux chômeurs qui se trouve renforcée. C'est cette idée d'une loi média pour faire la chasse aux fake news. Enfin, comment un pouvoir politique peut-il décider qu'il poursuivrait, qu'on puisse poursuivre des médias parce que l'information serait fausse? C'est quoi une information? Oui, il y a des fake news, oui, ça existe. Enfin, confier ça à un pouvoir politique est quand même inquiétant. Il y a d'autres éléments qu'il faudra regarder un peu plus précisément. La réforme constitutionnelle, qui va certainement avoir lieu. Il y aura tout un discours démagogique sur la baisse du nombre de députés. Hein. Mais au travers de cela, c'est peut-être aussi une volonté d'affaiblir encore le rôle des partis politiques. Et je crois que tout le monde voit bien que Macron ne pense pas que la démocratie s'appuie sur les partis, sur les syndicats. Il est complètement dans un autre monde, y compris son parti, qui n'est pas vraiment un parti, qui est je sais pas, un mouvement, paraît-il, tout le monde s'appelle mouvement, mais enfin là, un mouvement qui n'a même pas de réalité de vie véritablement sur le terrain. Et donc là, il y a aussi des choses qu'il va falloir regarder. Et puis, il y a la stature internationale, ou au moins européenne, que Macron veut prendre, qu'il prend. Faut regarder, c'est Jean-Claude qui avait regardé ça un peu plus précisément, le coup de main, entre guillemets, de Macron à l'entente CDU-SPD en Allemagne, donc qui travaille aussi à ces alliances droite-gauche pour aller vite à l'échelle européenne. Et puis, il y a aussi ce projet d'avancer dans la fédéralisation de l'Europe. Alors on peut, ici dans cette salle, avoir peut-être des avis différents sur la question faut-il une Europe fédérale ou pas. En tous les cas, je pense qu'on peut peut-être avancer dans une intégration européenne plus forte aujourd'hui, sans approfondissement de l'aspect social, sans projet social de l'Union européenne. Je crains que cela soit qu'un accroissement des inégalités sociales et donc un renforcement d'une Europe libérale. Mais on pourra évidemment en débattre. Alors, le contexte plus global, on est évidemment dans un creux dans la situation politique. Alors, je vais dire creux, j'entendais François Ruffin, que j'ai vu l'autre jour, qui disait ressac. Je ne sais pas quels sont les termes que l'on peut employer les uns les autres, mais il y a évidemment, après, je vais dire l'échec des mobilisations contre les ordonnances, échec dans la mesure où elles n'ont pas permis d'empêcher le vote des ordonnances. Il y a eu un mouvement social d'ampleur
qui suivait quand même le mouvement contre la loi El Khomri, qui n'avait pas, lui non plus, réussi. Donc il y a toujours un mouvement qui est prêt, qui sommeille et qui, de temps en temps, arrive à faire irruption. Mais évidemment, dans la mesure où ces journées d'action ne permettent pas de réellement mettre en échec les projets gouvernementaux, on est dans une phase, évidemment, d'interrogation, d'autant que le champ politique à gauche ne permet pas d'espérer rapidement une issue politique à la situation. Deuxièmement, on est dans un contexte économique, alors certes, de reprise économique, de croissance qui redémarre. Alors, on peut et on doit avoir évidemment un débat entre nous sur la question de la croissance, de son contenu. Quand moi j'emploie ce mot-là, je ne pense pas à la croissance simplement de biens, mais je crois aussi à la croissance de services, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais la croissance qui se développe aujourd'hui est plutôt une croissance molle, normale après une décennie de quasi-récession ou en tous les cas de stagnation. Mais c'est par exemple le journal Les Échos qui aujourd'hui disait que les créations d'emplois devraient passer d'un rythme de 150 000 par semestre à 70 000 environ dans la première moitié de l'année 2018, mais le taux de chômage ne devrait donc que peu reculer. Donc il n'y a pas une inversion réelle de la situation d'un point de vue économique qui permettra de façon, me semble-t-il, importante à Macron de dire, voyez, mes mesures permettent de faire reculer de façon forte le chômage, ce qui explique d'ailleurs qu'il recommence cette chasse aux chômeurs pour tenter de faire baisser de façon un peu artificielle les chiffres de chômeurs. Voilà un peu le contexte dans lequel nous travaillons. Alors, et la gauche là-dedans? Bon. Alors d'abord, on peut s'interroger sur le terme « la gauche ». Certains pensent que ce terme-là n'a plus de sens, qu'il a été galvaudé, et ça c'est vrai, par notamment le quinquennat de François Hollande. Certains pensent que ce n'est plus le clivage droite-gauche qui est le clivage déterminant dans notre société, dans nos sociétés. Ça renvoie bien évidemment aux écrits, par exemple, de Chantal Mouffe, interprétés par les uns et par les autres suivant leur situation nationale, que ce soit en Espagne par Podemos ou ici en partie par Jean-Luc Mélenchon. Faut s'entendre. Nous, moi, j'utilise souvent le mot droite-gauche en disant qu'il y a quand même deux forces fondamentales dans ce pays. Le salariat, qui a certes bougé, qui a certes connu de grandes évolutions, qui en connaîtra d'autres. Bien sûr, ce n'est plus la classe ouvrière du XIXe siècle. Je discutais dans les débuts des années 60, pour les plus anciens, il y avait Serge Mallet qui avait théorisé, mais d'ailleurs sur un phénomène qui existait, qui était la nouvelle classe ouvrière. C'est-à-dire il y avait une apparition de techniciens, il y avait un développement de la technique, il y avait donc un développement de techniciens. Qu'est-ce que ça changeait? Il n'y avait plus simplement les patrons et les ouvriers, il y avait aussi des salariés dont le niveau de qualification, le niveau d'éducation s'élevait. Et qu'est-ce que ça changeait par rapport au vieux mouvement ouvrier? Donc ce débat, il est non pas récurrent, mais à chaque modification, à chaque introduction de révolution technologique, de révolution technique, et on est au début d'une révolution technique et technologique aujourd'hui, bien sûr, avec tout ce dont on parle, l'ubérisation. Mais attention, l'ubérisation existe. Elle est aujourd'hui marginale en nombre de personnes qui sont concernées, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mener de bataille pour les réintégrer en tant que salariés dans les entreprises, qui sont des entreprises de fait. Mais il y a aussi tout ce qui va être lié au développement de l'intelligence artificielle, de la robotique. Bon, évidemment, tout ça est en cours. Donc, le débat est légitime. Pour autant, évidemment, on devra avoir des débats sur ce que ça change et ce que ça ne change pas aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne beaucoup de camarades ici, gauche-droite, ça signifie l'expression politique, même de façon déformée. La droite représentant plutôt les intérêts de la classe dominante, la gauche devant représenter normalement les intérêts
des dominés, des exploités, des salariés, des privés d'emploi. Bien évidemment, tout ceci dans la mesure où une classe sociale n'est jamais été homogène, il n'y a pas une gauche qui peut dire « je suis la gauche qui est le représentant de ce salariat ». Donc il y a à la fois une droite et une gauche, mais au sein, par exemple, de la gauche, il y a des gauches. Ça ne me gêne pas de dire aussi qu'il y a des gauches. Si on veut dire par là qu'il y a plusieurs sensibilités de la gauche, et j'y reviendrai un peu plus tard, la gauche a toujours été pluraliste. Ceux qui pensent qu'il peut y avoir une seule gauche avec une seule sensibilité se trompent parce que la réalité est complexe et qu'il n'y a pas obligatoirement une seule réponse à un moment donné, même quand on se place du point de vue du salariat, des exploités et des opprimés. Alors, dans la situation que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, comparaison n'est pas raison, mais souvent, moi, j'emploie la comparaison avec 1958. Alors, évidemment, le contexte politique n'est pas du tout le même, mais pour autant, De Gaulle, d'une certaine façon, avait fait exploser une partie aussi du champ politique. La SFIO, Guy Mollet était allé chercher De Gaulle. La SFIO soutenait la guerre d'Algérie. Et on a connu, au moins une décennie, sinon plus, d'éclatements, de clubs, de regroupements, de débats, etc. Bon, alors maintenant, il paraît que le temps va plus vite. Le temps s'accélère. Donc il est probable qu'on n'attendra pas une décennie, avant que des choses se recomposent en positif. Mais néanmoins, l'idée qu'on est dans une phase de décomposition, recomposition, je crois est réelle. Bon, à nous de faire en sorte que cette phase de décomposition ne soit pas la plus longue possible. Alors, quelques éléments de ce panorama à gauche. Un parti socialiste qui n'est plus hégémonique, qui a de fait effectué une mue sociale libérale. L'enjeu, le Parti socialiste français était un peu une anomalie, avait résisté, rappelez-vous, Jospin avait refusé de signer des textes communs avec Blair et Schröder, et donc il y avait une sorte de résistance dans le Parti socialiste, notamment du fait du poids de la gauche du Parti socialiste, mais on peut dire que le quinquennat de François Hollande a de fait, sans qu'il y ait eu de Bad Godesberg officiel, effectué cette mue sociale libérale. Ce Parti socialiste refuse de tirer un bilan du quinquennat, change ses statuts de mois d'un congrès. Michel Noblecourt dit que c'est un parti à la dérive. C'est en partie vrai, puisque vous avez vu, par exemple, c'est une anecdote pour ceux qui ne sont pas au Parti socialiste ou qui n'y ont pas été, ça n'a pas trop de sens, mais enfin, le bulletin de vote pour voter hier soir, il a en fait été connu il y a 48 heures. D'abord, les questions, au mieux, les gens l'ont eu il y a 3-4 jours, et encore, ils ont changé le bulletin de vote, parce qu'il devait y avoir un vote oui-non global pour toutes les modifications. Il y a quand même des fédérations qui ont hurlé, et donc ils ont modifié à peine 48 heures avant le bulletin de vote, et il y a donc réponse à oui-non pour chaque modification. Mais si c'est comme pour le vote du mois de septembre, le vote du mois de septembre, il n'y a jamais eu de compte-rendu, les résultats n'ont jamais été connus. Il n'y a même pas le nombre de votants qui a été annoncé. Donc, bon, un parti à la dérive, oui, c'est évident de ce côté-là. A-t-il changé de nature ? Alors on peut y passer toute une journée là-dessus, ça peut plaire à certains camarades. Est-il devenu d'un parti ouvrier, au sens définition issu du mouvement ouvrier, avec des liens historiques, avec des liens avec les syndicats, avec une histoire ? A-t-il rompu avec tout cela ? Est-il devenu un parti bourgeois, un parti de droite ? On peut en débattre longuement. Peut-il redevenir quelque chose d'autre ou pas ? C'est vrai que le parti travailliste, personne n'aurait pu penser qu'il redevienne un parti combatif avec Tony Blair. Personne ne pouvait penser que le Parti socialiste portugais, qui avait mené une politique d'austérité, puisse changer quand même un peu d'orientation. Donc on peut débattre de cela pendant très très longtemps. D'ailleurs, on a fait un petit questionnaire qu'on avait envoyé à tous les signataires de l'appel. Vous l'avez au fond de la salle. Les réponses sont nuancées. À peu près tout le monde pense bien sûr que c'est un parti en pleine déchéance, 73%. Pour autant, est-ce qu'il peut se réorienter à gauche ? Il y en a la moitié qui disent peut-être. Alors c'est peut-être rapidement ou peut-être un jour. Est-ce que c'est la fin du Parti socialiste d'Épinay ? Oui, c'est la fin du Parti socialiste d'Épinay. Ça, plus de 70% le pensent. Voilà. Donc
Et peut-il rebondir? Ben, il y en a 48% qui disent peut-être. Bon, vous voyez que ce débat n'est pas tranché, et c'est normal, et c'est pas grave, si de toute façon on partage l'idée que ce PS n'est plus hégémonique, qu'il n'est plus le parti d'Épinay, et que la gauche, dans les années qui viennent, bon, dans les décennies, on verra, hein, mais dans les années 2-3 ans qui viennent, ne pourra plus être le pivot qu'il a été, quel que soit ce qu'on pense de la façon dont il occupait ou il était hégémonique. Voilà, du côté du Parti socialiste. Du côté du Parti communiste, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je connais sans doute moins cette formation en termes de débat interne, mais il est clair alors, que le Parti communiste prépare un congrès au mois de novembre. Je vais dire qu'il est taraudé, je pense que le terme est juste, travaillé, par des débats contradictoires sur recomposition, démarche unitaire et identitaire. Il est vrai que le Parti communiste s'était ouvert et avait, avec la démarche Front de gauche, avec l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon, avec de fait une ouverture, hein, et avait accepté de ne pas être hégémonique comme il avait pu l'être, mais il n'en avait sans doute plus la force. Mais il est vrai que l'alliance avec Mélenchon n'a pas quand même été si facile que ça pour le Parti communiste. Donc l'identité du Parti communiste est interrogée. Certains militants disant bah, maintenant il faut y aller en tant que PC. Hein, aux européennes, ayons une liste du Parti communiste et on verra bien combien on va peser dans la situation. Et puis d'autres sont toujours attachés à une démarche d'ouverture. Et puis d'autres, parce que, et c'est tout à fait, je veux dire, honorable, estiment que leur implantation électorale, qui permet aussi à ce parti de vivre, et c'est pas honteux en soi, hein, eh bien nécessite toujours des alliances, y compris avec le Parti socialiste. Et on verra bien qu'au niveau des municipales, dans 3 ans, ça ne sera pas si simple que cela, pour les uns et pour les autres, dans la mesure où les listes municipales de gauche ne se feront pas autour du Parti socialiste, elles se feront avec bien plus de groupes que cela, et ça sera évidemment plus compliqué. En ce qui concerne Europe Écologie Les Verts, qui est une organisation aussi qui se recherche, qui a nourri à sa façon, dans la dernière décennie, voire de ces dernières 20 ans, le débat politique dans toutes les formations, dans toute la société, en imposant, alors c'est pas que Europe Écologie bien sûr, parce que Europe Écologie était aussi le reflet de ce qui se passait, d'une prise de conscience dans la société, mais la question qui est posée à Europe Écologie aujourd'hui, c'est est-ce qu'il pose soi-même, hein, c'est est-ce qu'un parti fondé sur l'écologie politique a un sens aujourd'hui, dans la mesure où il y a cette prise de conscience écologique dans une grande partie de la société, qu'un grand nombre de partis politiques aujourd'hui, à droite comme à gauche, intègrent, chacun à sa façon, mais intègrent la question écologique, il est légitime qu'Europe Écologie se pose cette question de son... Et donc c'est pour ça qu'Europe Écologie a engagé une démarche ouverte pour des assises de l'écologie et des solidarités. Vous serez sans doute les uns et les autres, si vous ne l'avez pas déjà, contactés par Europe Écologie pour justement participer à des réunions qu'ils vont tenir dans les différentes régions. France Insoumise. Alors France Insoumise a été invitée à cette journée, hein, et notamment à la table ronde de cet après-midi, bon, a refusé. France Insoumise est aujourd'hui la force dominante à gauche, au moins d'un point de vue électoral. C'est quelque chose qui est incontestable et je dirais incontournable. Et ça serait stupide d'ignorer cette situation en disant en plus qu'ils sont sectaires, ils refusent de venir nous voir. Oui, tas de choses, mais n'empêche que France Insoumise a réussi à rassembler en son sein et autour de lui, autour d'elle, France Insoumise, des tas de militants, des tas de gens de gauche qui sont à la recherche d'une réponse, je dirais, radicale, au bon sens du terme, hein, c'est-à-dire qui soit réellement en rupture avec les politiques molles de la gauche molle, pour reprendre cette expression. Mais France Insoumise n'a pas réussi, voilà, au sens où Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu président de la République. Bon. Oui, mais c'est quand même pas rien. Ils ont fait un très bon score, évidemment. Mais voilà, la dynamique de France Insoumise est-elle arrivée à un palier? Et surtout, la question qui est posée à France Insoumise, quand tu es la force dominante, tu as des responsabilités. Tu dois normalement
t'intéresser à ce qui se passe autour de toi. Sauf à avoir une vision totalement hégémonique et fausse de la réalité, qui est on est un mouvement et tout le monde n'a qu'à venir à titre individuel et c'est chez nous que ça se passe. Bon, on se souvient qu'à une autre époque, une organisation politique a eu ce type d'attitude. Bon. Mais sur le moyen terme, sans parler de sur le long terme, c'est évidemment pas une politique qui est payante, mais il faut qu'on ait dans nos débats cette question, bien sûr, bien présente. On pourra discuter plus fondamentalement des questions droite-gauche, je l'ai dit, de ce que peut raconter aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, des questions de la démocratie. Bon, tous ces éléments, évidemment, sont des éléments pour nous constitutifs de ce que doit être un rassemblement de la gauche. Génération, nouveau mouvement créé autour de Benoît Hamon. Alors, il s'en défend, bien sûr. Il n'est qu'un fondateur, mais on sent bien que tout le monde, d'ailleurs, dans la Ve République, construit des groupements autour d'une personnalité. Alors, les personnalités sont indispensables dans un mouvement, parce que des idées, à un moment donné, doivent s'incarner. Elles sont portées par des femmes et des hommes, surtout des hommes, bien sûr. Quand je dis bien sûr, c'est une constatation. Voilà. Non, il ne faut pas couper, parce que je le fais exprès, bien évidemment. C'est quelque chose qui doit interpeller tout le monde. Nous avons tous intégré, d'un point de vue théorique, la question du féminisme, de l'égalité des droits, mais dans la pratique, on voit bien que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et bon, voilà. Et ben, en tous les cas, tous les sous-mouvements, tous ces regroupements sont autour d'un homme. Et qui va incarner, à un moment donné, le Parti socialiste, le France insoumise, etc., etc. Et nous n'arrivons pas, les uns les autres, à sortir de la Ve République de nos têtes. On est dans un pays qui est particulièrement marqué par cela. Il y a des pays où, bien sûr, à un moment donné, quelqu'un incarne un parti politique. Enfin, en général, c'est le secrétaire général. Et puis, quand il rate les élections, on en met un autre. Et en France, c'est pas comme ça. Donc, on a cette difficulté. Et Génération, ce mouvement va-t-il réussir à se sortir d'être le mouvement de Benoît Hamon? Bon. Adopter une plateforme, il y a une dynamique aujourd'hui autour de ce mouvement également, de militants pour une bonne partie issus du Parti socialiste et qui en avaient assez, et donc qui cherchent une issue. Et ce cadre est un cadre de débat fort sympathique, où on peut débattre de tout, etc. Je crois que Génération parie sur les européennes et entend percer au niveau des européennes avec une alliance ou avec Europe Écologie ou avec une partie d'Europe Écologie. Et puis, tiens, demain, il y aura une conférence de presse avec Varoufakis, donc avec aussi l'idée d'avoir une représentation un peu à l'échelle européenne. La question qui est posée aussi à Génération, c'est est-ce que ce mouvement aura une démarche d'ouverture en direction de toutes les forces qui veulent participer à cette reconstruction, refondation de la gauche? Si on en croit l'interview, l'entretien de Benoît Hamon à Mediapart qui a eu lieu il y a 2 jours avec Edoui Plenel et Aliès, je ne sais plus son prénom, Stéphane Aliès, Benoît Hamon dit que Génération n'a pas vocation à être tout seul autour de la table pour construire une maison commune. Donc ce n'est pas obligatoirement l'idée, dans ce qu'il a formulé, de ce que j'ai écouté hier, de son interview d'avant-hier, l'idée que tout le monde doit rentrer dans Génération, mais Génération n'est pas obligatoirement le seul à être autour de la table pour construire la maison commune dont on a besoin. C'est à peu près les termes. Donc c'est évidemment quelque chose qui peut intéresser les uns et les autres qui nous sommes ici pour tenter de travailler à cette reconstruction, refondation de la gauche. Il y a aussi une force qui existe, qui est moins connue d'un point de vue médiatique, qui est Ensemble. Il y a des camarades dans cette salle qui sont d'Ensemble, donc je ne parlerai pas à leur place. Mais nous savons, alors que ce regroupement est un regroupement issu de différents courants, sensibilités, de militants venant de la gauche ou de l'extrême gauche, mais qui a tenté d'avoir un cadre unitaire, là aussi. La question qui percute aujourd'hui ce regroupement, dont est issue par exemple Clémentine Autain, puisque je personnalise, et pour une fois il y a une femme, donc je le dis, c'est, est-ce qu'on est encore utile en tant qu'Ensemble, ou est-ce qu'on doit aller à France Insoumise, ou faut-il faire autre chose? Bon, ce débat est assez fort au sein d'Ensemble,
Et ce qui prouve que nous sommes tous percutés par les mêmes questions. C'est après ce Big Bang électoral à gauche, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dernier point, je suis un peu long, mais je pense qu'il était souhaitable de prendre notre temps dans la mesure où on fait une journée de travail. Comment on essaie de reconstruire la gauche? D'un point de vue stratégique, bon, il faut que nous confrontions nos points de vue, qu'on mette sur pied des lieux de débat et de confrontation et d'échange. Voilà. C'est ce que nous avons essayé de faire avec d'autres camarades, une sorte de comité de liaison à l'échelle nationale autour d'un bulletin qui s'appelle Passerelle. C'est encore modeste, mais il y a des militants du Parti communiste, il y a des militants d'Ensemble, il y a des militants d'Europe Écologie Les Verts, il y a des militants venant de la gauche socialiste, dont nos camarades de GDS. Enfin bon, voilà. L'idée, elle est comment on peut essayer d'impulser des lieux de confrontation, de débat et d'échange. Bon. Et dans un certain nombre de villes, c'est le cas dans la mienne, enfin dans mon département, on a créé aussi ce comité de liaison de la gauche avec le Parti communiste en tant que tel, Europe Écologie en tant que tel. Je vous assure, mettre le Parti communiste et Europe Écologie autour de la table à Nantes avec le dossier Notre-Dame-des-Landes, c'est pas si facile que ça. On a quand même réussi parce qu'il y a une compréhension des uns et des autres, quand on est un peu, je veux dire, lucide, eh bien de l'enjeu et des enjeux dans les mois à venir pour les uns et pour les autres, si on veut être utile, efficace et continuer à vivre, ne serait-ce qu'à faire de la politique et de reconstruire la gauche. Voilà. Donc notre idée un peu de coalition permanente de la gauche, on a avancé des termes qui peuvent être fédération, confédération, appelés, je ne sais pas, il faut que les mots employés n'effarouchent pas les uns et les autres, n'empêchent pas le travail en commun et permettent ce rassemblement qui nous semble, qui n'est pas obligatoirement simplement des cartels, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de militants qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans tel ou tel appareil, et le mot appareil n'est pas obligatoirement péjoratif, hein, dans tel ou tel appareil, dans telle ou telle sensibilité, mais qui ont envie de partager, de participer à ces lieux de débat. Donc, évidemment, travailler sur le point de vue stratégique, travailler d'un point de vue programmatique. Bon. Les différentes questions qui sont celles auxquelles on est confronté, que ce soit évidemment la question sociale, qui reste pour nous évidemment essentielle dans la mesure où, dans l'analyse de la société que nous faisons, qui est une analyse en classe sociale, et bien évidemment, cette question sociale, l'opposition capital-travail, le fait qu'il y a des intérêts du salariat, malgré tout ce qui existe, que j'ai pu expliquer tout à l'heure sur les questions de ce qu'est le salariat aujourd'hui, il y a plus de choses qui rassemblent les salariés que de choses qui rassemblent les salariés et le CAC 40. Hein. Donc, évidemment, cette question sociale, elle touche à tous les salariés, elle touche toutes les dimensions dans l'entreprise, les dimensions dans la vie quotidienne en termes de logement, de retraite, d'accès à l'énergie, etc. Donc la question sociale, il faut évidemment travailler les uns et les autres là-dessus. Par exemple, sur la protection sociale, c'est un débat qu'on peut avoir notamment avec les amis de Benoît Hamon, est-ce que les transformations qui ont lieu ou qui vont avoir lieu, et j'ai dit moi qu'il y avait des transformations en cours, mais qu'il ne fallait pas obligatoirement penser déjà qu'on est à l'arrivée, dont on ne connaît pas exactement l'arrivée, hein, que des millions d'emplois soient impactés par la numérisation, c'est évident, que des millions d'emplois soient obligatoirement supprimés, on verra peut-être, il y aura des résistances, il y aura des choses... Voilà, le point d'arrivée n'est pas inéluctable, n'est pas qu'une question technique, n'est pas qu'une question technologique, est une question aussi de rapport de force. Mais même si ces transformations-là sont possibles, est-ce que la question de la réduction du temps de travail reste essentielle ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on est pour un salaire pour tous, un emploi pour tous? Maintenant, l'Iguier Métal commence à avancer les 28 heures. Vous vous rendez compte? Quand mon camarade Filoche, il y a encore 2-3 ans, me disait qu'il faut relancer les 35 heures ou les 32 heures, je lui dis, oh, attends, arrête, on a déjà du mal à défendre les 35 heures, soyons réalistes, au sens, oui, bien sûr, on pourrait. Bon, et voilà, l'Iguier Métal en est à 28 heures. Bon, donc, est-ce qu'on prend d'abord et avant tout la question sociale et les transformations sociales aujourd'hui par cette question-là,
ou est-ce qu'on les traduit immédiatement par un revenu universel? Voilà. Ça, c'est une question programmatique. Et elle est légitime comme question de débat entre nous et au sein de la gauche. Est-ce que la protection sociale doit rester basée sur des cotisations sociales assises sur la richesse créée par le travail? Moi, c'est ce que je pense. D'autres camarades dans cette salle le pensent. D'autres camarades pensent que si le travail vient à disparaître, il faut trouver autre chose. Et donc, les questions de fiscalisation, etc. Voilà des débats programmatiques que nous devons avoir. Nous avons les uns et les autres des positions, pour ceux qui appartiennent à des courants, des sensibilités, et il faut confronter ces points de vue, voir les convergences, voir les batailles que l'on peut mener ensemble, malgré des différences, et puis continuer le débat sur ce qui reste, évidemment, des divergences. Les plateformes dont j'ai parlé, Uber & Co., évidemment, pour nous, la question centrale, c'est de faire en sorte que les patrons de ces plateformes, ils payent des cotisations. Bon, voilà. On ne va pas constater simplement que Uber peut se développer, j'ai dit les limites de l'ubérisation, mais bon, voilà. La question écologique, à la fois, évidemment, elle est posée à droite et à gauche, mais à droite et à gauche, on ne la pose peut-être pas de la même façon. La question, par exemple, de ceux qui nous parlent de la finance verte qui va sauver la planète, excusez du peu, il y aura un prochain article dans Démocratie Socialisme là-dessus, nous ne pensons pas que c'est la finance, même verte, qui va sauver la planète. On connaît les questions de greenwashing, etc. Mais quand on pose y compris la question de la transition énergétique, la transition écologique, il nous semble que la question sociale ne doit pas être oubliée. Nous posons, évidemment, la question écologique ne se réduit pas à la question sociale, mais la question écologique, de transition écologique, doit se poser aussi au travers de la question sociale. La question de la précarité énergétique, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui dans notre pays qui habitent dans des habitations, des logements qui sont des vrais passoires énergétiques et qui ne peuvent pas payer donc leur chauffage et qui sont sans chauffage l'hiver, c'est une priorité pour nous, hommes et femmes de gauche, plutôt que la finance verte. Enfin, vous voyez. Donc c'est aussi ces questions-là, on doit les voir comme ça. Si on pose la question de la transition énergétique, que ça soit Fessenheim, ou je prends une centrale à charbon, à tout à fait côté de Nantes, qui va être fermée d'ici 2020-2021. Mais que ce soit Fessenheim ou cette centrale à charbon, la question de la reconversion se pose.